Il est le président des centristes en union avec cette liste de la droite et du centre. Il est président de Région de France et président de la plus belle région de France, président de la Normandie, Hervé Morin. Bien, mesdames et messieurs, on va tout d'abord dire bienvenue à François-Xavier Bellamy. On ne dira pas bienvenue à Gérard Larcher puisqu'il est sur ses terres. Mais on est heureux que tu sois là ce soir, Gérard. Et on souhaite aussi la bienvenue à Laurent Wauquiez. Comme je lui ai dit lors d'un meeting à Lyon, il est président d'une petite région, ça doit lui faire du bien d'être présent dans une grande région ce soir. Mon cher François-Xavier, quelques mots seulement, parce que c'est toi qu'on est venu entendre, et Gérard et Laurent, simplement pour te dire qu'on a vécu une catastrophe nationale avec l'incendie de Notre-Dame, ce qui fait que tu n'as pas pu faire ton premier meeting à Nîmes comme prévu, et ce premier meeting national est à Caen, en Normandie, chez Joël Bruno. Te dire que tu as au moins cette chance-là, c'est que tu es sur la terre des conquérants. Tu es la terre des conquérants, dont je te rappelle que cette terre a donné un roi à l'Angleterre au moment du Brexit. Je te rappelle que c'est la terre qui a donné ses institutions au Royaume-Uni et son droit. Et je te rappelle enfin que cette terre a conquis l'ensemble du bassin méditerranéen et que lorsque tu vas en Sicile, lorsque tu vas dans le sud de l'Italie, tu vois des hommes et des femmes qui ont les yeux aussi bleus que toi. C'est parce qu'en fait, ils sont descendants des Normands. Alors peut-être qu'au bout du compte, tu es un candidat issu de la Normandie. En plus de ça, comme je te le disais tout à l'heure, tu dois avoir quelque part une descendance normande parce que mon grand-père, qui a été maire pendant 30 ans d'une commune du Pays d'Auge, avait comme principal opposant politique un dénommé Bellamy. Donc ça aurait pu être un élément qui aurait été à ton passif, mais bien. Et mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que je le lui ai dit à Lyon, je vous le redis puisque nous sommes en Normandie, que vous n'avez pas tous été à Lyon, je vous repère pour tous ceux qui ont été absents. Eh bien, on a la chance d'avoir un candidat formidable, mesdames et messieurs. On a la chance d'avoir un candidat qui affiche une réelle authenticité, qui a un discours neuf, qui a un discours qui fait appel à l'intelligence, un discours qui fait appel à la réflexion et qui cherche à porter des valeurs et un message. Et c'est pour nous le plus bel atout. Nous faisons à la fois appel au renouveau de la vie politique à travers un visage nouveau, mais pas simplement dans une espèce de marketing qui a tant été à la mode depuis 2 ans, mais parce que nous avons un homme qui est capable de porter un vrai message politique et qui est construit et avec une intelligence rare, et celle-ci, mesdames et messieurs, c'est une chance immense pour porter le message que nous voulons porter. Donc François-Xavier continue à le faire. Et mesdames et messieurs, je voudrais simplement vous dire 2 choses. Pourquoi j'ai décidé de participer à cette campagne électorale? Parce que, mesdames et messieurs, à travers
cette campagne des européennes, il s'agit de la première pierre de l'édifice qui doit nous permettre de construire une alternance. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer. En vérité, Emmanuel Macron est sur un schéma d'un cynisme absolument extraordinaire qui consiste à vouloir enfermer la France dans une équation aussi binaire que celle-ci. Si ça n'est pas moi, c'est le chaos. Le chaos, nous l'avons eu avec les Gilets jaunes, on le remercie. Mais en clair, c'est entre le Front National et En Marche que les choses se jouent. Eh bien, moi, je ne peux pas me résoudre, mesdames et messieurs, que nous ne puissions pas rapidement incarner une réelle alternative au pays. Et les seuls capables d'incarner cette alternative demain, eh bien, c'est le rassemblement politique que nous incarnons aujourd'hui. Et c'est la première cause qui doit nous amener à nous battre pour ces élections européennes. C'est celle d'être en capacité de construire cette alternative dont la France a tant besoin, si déçue par les 2 ans de la présidence Macron. La deuxième chose que je dis, je le dis devant le parterre très nombreux de parlementaires, de présidents de départements, d'élus qui sont ici, de sénateurs, de conseillers départementaux et régionaux, c'est qu'il y avait quand même quelque chose de baroque dans cette histoire qui aurait consisté que cette élection européenne ne nous concernait pas et qu'elle nous concerne et qu'en revanche les élections municipales et les élections départementales et régionales, elles nous concernent. On ne peut pas, mesdames et messieurs, être dans la même majorité dans les villes, même si ces villes ont toujours des équations qui sont des équations plus larges, et d'être dans la même majorité dans les départements, être dans la même majorité au sein des régions, et considérer que pour les élections européennes, chacun fait ce qu'il veut et que cela ne nous concerne pas. Si on est ensemble pour bâtir cette alternative, et ce n'est pas une équation qui est une équation à géométrie variable. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur l'aspect politique. Et puis, je voudrais simplement m'arrêter, moi qui suis profondément européen, sur l'espèce de mystification dans laquelle En Marche essaie de nous conduire sur ces élections européennes, en reprenant un discours national, comme si l'Europe, c'était simplement l'État-nation à la française, et en nous exprimant à peu près les mêmes thèmes que ceux que nous pourrions trouver sur le champ de la politique nationale, alors qu'il s'agit d'une équation, bien entendu, totalement différente lorsqu'il s'agit de construire une politique européenne. La première, et là où Joël a parfaitement raison, c'est que, mesdames et messieurs, c'est trop facile d'imputer à l'Europe tous les défauts que nous connaissons ou toutes les faiblesses que nous avons aujourd'hui. Si la France va mal, mesdames et messieurs, ce n'est pas à cause de l'Europe, c'est à cause de nous. Si, mesdames et messieurs, notre système éducatif est défaillant, ça n'est pas à cause de l'Europe, c'est à cause de nous. Si notre système judiciaire est un des systèmes judiciaires les plus dysfonctionnants, Philippe Bas en sait quelque chose, ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est à cause de nous. Et si, mesdames et messieurs, nous sommes le pays qui, au monde, dans le monde occidental, a les prélèvements obligatoires les plus élevés, ce n'est pas à cause de l'Europe, c'est à cause de nous, et là, plus précisément, c'est grâce à Emmanuel Macron, puisque grâce à Emmanuel Macron, nous avons battu les records de François Hollande, qui nous amène à être aujourd'hui le pays le plus imposé du monde occidental. Et donc, mesdames et messieurs, il faut arrêter de considérer que les décisions de l'Europe nous ont amenés dans la situation dans laquelle nous sommes. Si autant de pays européens sont aujourd'hui en situation de plein emploi, ça n'est pas probablement parce que l'Europe leur aurait fait défaut, comme parfois nous savons trop facilement le dire. Et par ailleurs, mesdames et messieurs, arrêtons d'accabler l'Europe quand il s'agit de normes et de décisions qui ne sont pas prises par une espèce de structure ou d'institution qui serait issue de nulle part. Ces institutions, c'est d'abord et avant tout un Conseil des ministres dans lequel il y a un représentant de la France
Et à chaque fois qu'une décision est prise et qu'elle est mauvaise, elle est prise avec l'accord de la France, contrairement à ce qu'on veut bien nous raconter matin, midi et soir. Et donc, il faut arrêter de se construire des boucs émissaires trop faciles quand un pays, depuis des années, connaît une crise aussi profonde. Et puis de l'autre, je voudrais vous dire que, mesdames et messieurs, on entend sur cette campagne européenne de la bouche de notre candidate, Madame Loiseau, la candidate En Marche, pardon, mais c'est parce que j'étais parti dans l'histoire d'En Marche que je l'évoquais ainsi. Je prends 3 sujets simplement. Le premier, mesdames et messieurs, c'est la mystification qui consiste à considérer que nous pourrions bâtir un bouclier social européen et un SMIC européen. Qui pourrait être contre cette idée? Personne. Sauf que, mesdames et messieurs, quand Emmanuel Macron propose une idée, elle n'est partagée par personne en Europe. Et que pour bâtir un SMIC européen, faudrait-il que les 27 soient sur cette même idée. Mesdames et messieurs, le SMIC de la Bulgarie à 250 ou à 300 euros, le SMIC de la Roumanie à 400 ou à 450 euros, ou le SMIC de l'Espagne à 800 ou à 900 euros, tout le monde rêverait qu'il soit français et qu'il soit à 1200 euros. Sauf que, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de pays dans lesquels on considère que d'abord et avant tout, c'est la question de la France et du redressement de sa propre compétitivité, de la réduction de la dépense publique, de la baisse des prélèvements obligatoires, de l'amélioration du système de formation qui permettra à la France de retrouver la croissance et le plein emploi. Et puis, deuxièmement, mesdames et messieurs, s'il fallait qu'il y ait un SMIC européen, on n'imagine pas un seul instant que ce soit un SMIC européen à la baisse. On n'imagine pas qu'on puisse proposer aux Français d'aller vers un SMIC plus faible, en sachant à quel point il est tellement difficile aujourd'hui d'arriver à vivre avec un salaire minimum. Eh bien, la réalité, mesdames et messieurs, que lorsqu'on propose une telle idée, c'est qu'on dit à un certain nombre de pays européens, vous êtes incapables de rester dans l'espace européen puisque votre économie ne supporterait pas le choc d'une augmentation considérable des niveaux de salaire quand votre performance économique est bien entendu largement inférieure à celle des pays les plus développés. Et donc, quand on évoque cette idée, comme l'a fait Mme Loiseau il y a 15 jours, soit on est totalement incompétent, ce que je ne pourrais pas croire de l'ancienne directrice de l'ENA qui va désormais devoir supporter la suppression de l'ENA, soit, tout simplement, on a décidé de mentir aux Français. Parce que c'est de bien cela dont il s'agit. Oui, on ne supporte pas la concurrence déloyale. Oui, cet espace européen s'est agrandi trop vite. Mais considérer que la solution, c'est d'amener demain matin les Roumains, les Espagnols, les Bulgares ou les Polonais au même SMIC que nous, c'est bien entendu mentir parce que l'économie de ces pays serait incapable de supporter ce choc-là. Il y a donc une mauvaise foi absolument totale sur la question. Mesdames et messieurs, je prends un deuxième sujet, c'est celui des travailleurs détachés. Emmanuel Macron avait fait, durant la campagne présidentielle, un engagement, modifier les règles sur les travailleurs détachés. En vérité, sur la modification des règles des travailleurs détachés, la seule chose qui a été changée, c'est, Véronique, le passage de 24 à 18 mois, le temps où un travailleur détaché peut être à l'étranger. Sauf que, mesdames et messieurs, le temps moyen d'un travailleur détaché, c'est 4 mois. Et donc, on voit la pertinence de cette histoire. Et pire encore, mesdames et messieurs, il faut que vous le sachiez, vous qui êtes dans une région qui a créé des règles sur ses appels d'offres pour empêcher cette concurrence déloyale, et parce que moi j'estime qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des hommes et des femmes qui travaillent 70 heures par semaine et qui dorment dans une camionnette parce qu'ils seraient polonais, bulgares ou roumains, quand on fixe des règles naturellement protectrices et logiquement protectrices pour nos propres compatriotes, eh bien, mesdames et messieurs, au bout du compte, le président de la République a fait mieux que ça. Il a envoyé l'ensemble des appels d'offres présentés par toutes les régions et les collectivités qui avaient créé des règles pour empêcher qu'il puisse y avoir sur les chantiers publics des travailleurs détachés. Donc en clair, on a eu d'un côté un président de la République qui a expliqué aux Français qu'il fallait changer les règles,
et qui, de l'autre, a envoyé devant le Conseil d'État l'ensemble des marchés et des collectivités sur la question des travailleurs détachés, alors qu'elles avaient décidé de construire un nouveau modèle pour en effet permettre tout simplement à l'économie régionale ou nationale de pouvoir travailler avec l'argent public issu de nos décisions budgétaires. Et je vous donne enfin un troisième exemple lié à mon ancienne histoire, qui est celle de ministre de la Défense. Mesdames et messieurs, elle est belle, cette idée d'armée européenne. Sauf que, mesdames et messieurs, je suis au regret de vous dire qu'elle ne correspond à rien. Elle ne correspond à rien pour trois raisons. La première, c'est que malheureusement, les Européens ont démissionné sur les questions de défense et de sécurité, qu'ils ont décidé de confier leur défense, leur sécurité à d'autres, en l'occurrence aux Américains, dans le cadre d'une alliance qui s'appelle l'Alliance Atlantique. On peut le regretter, on peut s'en désoler, mais la vérité, elle est là, c'est que la plupart des Européens ne consacrent plus d'argent à leur défense et qu'ils n'ont jamais voulu mettre en avant la défense européenne, préférant se réfugier derrière l'Alliance Atlantique. La deuxième raison, mesdames et messieurs, c'est qu'il existe des briques de cette défense européenne. Mais ces briques, elles n'ont jamais été utilisées par les Européens. Certes, on fait des opérations comme celle de la protection des bateaux au large de la Somalie, mais les Européens ont toute une série d'instruments, comme ce qu'on appelle les groupements tactiques, qui sont préparés, prêts à être envoyés par les Européens, sauf que les Européens n'ont jamais trouvé les conditions réunies pour pouvoir le faire. Et souvenez-vous, quand nous sommes intervenus en Afrique du temps de François Hollande, pour lutter contre Al-Qaïda et l'ensemble des mouvements islamistes, eh bien, on s'est retrouvés tout seuls. Et enfin, mesdames et messieurs, ce dont nous avons besoin pour la construction européenne, ce n'est pas d'une armée européenne dont personne en vérité ne veut, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'abord et avant tout de bâtir ce qu'on appelle les briques d'une souveraineté en matière de défense et de sécurité, et notamment de faire en sorte qu'on ait des briques technologiques et industrielles. Parce que ce que Emmanuel Macron ne vous dit pas, c'est que lorsque nous vendons aux Saoudiens, aux Qataris, aux Égyptiens, lorsque nous vendons ce qui est notre fleuron, nos fleurons technologiques, nous sommes obligés de demander l'accord des Américains parce qu'il y a un certain nombre de briques technologiques sur lesquelles il faut l'accord des États-Unis pour pouvoir vendre et exporter nos matériels. Eh bien, c'est là où on a besoin de bâtir notre souveraineté. C'est bâtir notre souveraineté sur ce qui représentera demain la base d'une technologie de défense nous permettant ensuite de pouvoir nous déployer sur l'échelon de la souveraineté. Et puis enfin, mesdames et messieurs, sur la question de l'armée européenne, je vous dis une chose simple. Je suis, comme je vous l'ai dit, profondément européen, mais s'il y a bien une seule chose que je ne veux pas confier, c'est ma sécurité ultime à d'autres qu'à ma propre nation. Et qu'il y a, mesdames et messieurs, un schéma simple quand il s'agit de sa souveraineté et de sa sécurité ultime. Seule la nation est l'espace dans lequel doit se discuter une telle décision et qu'elle n'appartient ni aux Bataves, ni aux Italiens, ni aux Espagnols, ni encore aux Allemands, et que je veux rester maître et souverain quand il s'agit de ma propre sécurité. Et donc, mes chers amis, le chef de l'État nous a fait un discours extrêmement formidable et puissant sur la question européenne. Et dans le même temps, il n'a pas eu le moindre écho au sein de l'Europe. Pas le moindre élément du discours de la Sorbonne ou du discours d'Athènes n'a fait l'objet de la moindre mise en œuvre à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, il a obtenu comme seul remerciement une fin de non-recevoir d'Angela Merkel lorsqu'il a présenté ses propositions. Et donc, ce dont nous avons besoin de bâtir, ce que nous avons besoin de bâtir, mesdames et messieurs, c'est d'une force politique au sein de la droite et du centre européen qui, au Parlement européen, soit capable de bâtir un projet simple.
Oui, nous sommes européens. Non, nous ne sommes pas BA. Et oui, nous devons bâtir un modèle dans lequel on accepte de remettre en cause un schéma qui n'est plus partagé par une majorité de nos compatriotes, en le bâtissant sur une espèce d'alchimie intelligente entre la nécessité de l'Europe sur des schémas et des sujets fondamentaux et la nécessité de la nation et de l'État sur des sujets là aussi qui relèvent de notre propre légitimité. Et c'est ce schéma-là que nous défendons avec François-Xavier Bellamy, et c'est ce seul schéma que souhaitent les Européens, il n'y en a pas d'autre, et ce schéma-là, je vous invite à partager durant le prochain mois. Je vous remercie.